pouvez rentrer facilement. La deuxième chose, c'est que vous avez probablement tous le programme du cycle de conférences Babel. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, il y a eu une erreur. Enfin, la prochaine fois, vous savez que c'est le mardi 6 mars, toujours ici, avec Daniel Urvi, qui interviendra sur Kafka, et qui vous propose un titre qui est Kafka et la puissance des femmes, et qui vous propose de lire, c'est moins long que La recherche du temps perdu, mais c'est quand même assez copieux, le procès, le journal, c'est long, et le château, et qui ne vous propose pas de texte psychanalytique. Ceux qui connaissent le séminaire savent que Daniel Urvi avait déjà fait une intervention remarquée sur Primo Levi et la fameuse zone grise. Donc l'erreur, elle se situe après. C'est moi qui dois intervenir sur Georges Perec et allez savoir pourquoi. Il est marqué mardi 3 avril, ce qui n'existe pas. Donc si je me souviens bien, c'est un mardi 2 avril ou un 4 avril. En tout cas, c'est toujours un mardi, mais pas un mercredi. Vous aurez corrigé de vous-même. Quoi d'autre? On ne va pas interpréter cette erreur. Non, pas tout de suite en tout cas. Alors, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Julia Kristeva, que je vais présenter très rapidement pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Julia Kristeva est psychanalyste, sémiologue, romancière, essayiste, enseignante. En particulier, je vous signale l'Institut Roland Barthes, dirigé par Julia Kristeva, qui propose un cycle de conférences à l'université Paris 7 Denis Diderot, dans l'amphithéâtre Jussieu, un cycle de conférences on a 2 ou 3 papiers pour ceux que ça intéresse, mais je vous signale déjà la première conférence qui a lieu le mercredi 28 février, de 18h à 20h, donc à Jussieu, amphithéâtre 24. Et c'est Julia Kristeva qui interviendra sur Colette ou la chair du monde. Vous savez que la trilogie Le génie féminin a déjà vu sortir Mélanie Klein et avant Hannah Arendt, et que le fameux Colette est en préparation. Donc je pense qu'elle interviendra sur cette préparation de Colette. Il y a du beau monde après, hein. Je vous invite à y aller, puisqu'il y a Christian de Portzamparc pour penser l'architecture, il y a Umberto Eco, l'expérience de la traduction, Philippe Solers, la guerre du goût, et un certain nombre d'autres qui vont intervenir, dont Jean Starobinski. Donc c'est un cycle de conférences proposé par l'Institut Roland Barthes, dirigé par Julia Kristeva. Je ne vais pas rappeler tous les ouvrages ou tous les articles que Julia Kristeva a écrits, si ce n'est un certain nombre, en particulier celui sur lequel elle intervient entre autres aujourd'hui, autour de Proust, l'expérience littéraire, le temps sensible, à la NRF. Julia Kristeva aurait pu intervenir, puisqu'elle a déjà écrit un certain nombre de choses sur Lautréamont ou Mallarmé, donc aujourd'hui c'est Proust. Et puis, bon, un certain nombre de textes psychanalytiques, dans le fameux Soleil noir, Dépression et mélancolie, avec ce concept, moi, que j'ai beaucoup utilisé, de la panoplie perverse du déprimé, entre autres, dans Soleil noir. Bien sûr, dans son activité de romancière, vous connaissez très certainement les Sunshine, un certain nombre d'essais étrangers à nous-mêmes, les nouvelles maladies de l'âme. Je lui laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup de cette présentation et merci de parler de l'Institut Roland Barthes. J'ai porté quelques tracts, ceux que ça intéresse pourraient peut-être voir tout à l'heure comment nous organisons ce programme. Donc, dans le cadre de votre interrogation sur la littérature, j'ai pensé qu'il serait peut-être intéressant pour vous, qui connaissez déjà beaucoup de choses sur la littérature et la psychanalyse, il serait important d'interroger l'œuvre de celui que je considère comme étant le plus grand romancier français, en tout cas du XXe siècle, et peut-être en général, et de me poser la question qui est formulée d'une certaine manière dans le programme, mais que je pourrais sur la caverne sensorielle, autrement dit comment une expérience littéraire rend compte de l'intensité du traumatisme sensoriel et de l'expérience sensible. Mais je pourrais intituler aussi cette conférence Proust parle à la psychanalyse. Car ce que je souhaiterais vous faire entendre ce soir, ce n'est pas
simplement une application de théorie ou de concepts psychanalytiques sur l'œuvre de Proust, ce qu'on fait généralement quand on parle de psychanalyse de littérature, mais une sorte de va-et-vient, transfert et contre-transfert, entre l'œuvre telle que je la lis, en osmose j'espère, et la théorie analytique. Autrement dit, à certains moments, ce sera l'œuvre qui nous guide, parce que comme Freud, je pense que souvent les écrivains précèdent les analystes dans la découverte de certains éléments de la vie psychique. Et dans d'autres moments, la psychanalyse éclaire le non-dit de ce que les écrivains ont mis en évidence sans forcément le conceptualiser. Et donc c'est dans ce va-et-vient entre l'œuvre et la théorie que je vais essayer de me situer. La première question que je voudrais aborder sera celle de la sublimation. Parce que, comme vous savez, la littérature nous confronte à ce qui reste encore assez énigmatique dans la théorie analytique. Qu'est-ce qu'une sublimation ? Freud nous a légué une vision de la littérature à laquelle il reconnaît certes d'avoir précédé les découvertes analytiques en raison de sa proximité avec l'inconscient. Ce que je disais tout à l'heure, les écrivains nous ont précédés dans cette voie, mais c'est une conception qui reste essentiellement dominée par le principe de plaisir. Vous savez que pour Freud, l'écriture, la littérature, c'est le domaine du principe de plaisir. Et il me semble qu'on retrouve cette vision dans certaines formulations de Lacan qui détectent dans l'imaginaire un évitement de la vérité. L'imaginaire, ce n'est pas le vrai, ce n'est pas la vérité. Dès lors, les psychanalystes ont tendance à considérer l'écriture comme une dénégation du trauma, ou plus modestement du conflit, comme une fuite vers le fétiche. Ce faisant, on néglige, me semble-t-il, la puissance de sublimation comme reprise et comme évidement du trauma. C'est justement ce que j'essaye de démontrer dans Le Temps sensible. J'évoque l'écriture sensuelle, que j'appelle souvent artificieuse. Il y a un travail d'artifice, de fausseté, de non-dit et de non-vrai, et aussi écriture blasphématoire de Proust, je vais y revenir tout à l'heure. Donc j'évoque cette écriture sensuelle, artificieuse et blasphématoire pour mieux résumer la particularité du processus de sublimation qu'elle représente pour moi. Œuvre de langage donc, tissée de mots et de langue naturelle, de signes, mais que Proust essaye de rapprocher le plus possible de l'indicible, du senti et du pulsionnel dont il se protège par ailleurs et nécessairement. La sublimation n'est donc pas nécessairement une perlaboration, comme l'est par exemple le processus analytique, bien que de nombreux passages de la recherche témoignent d'une prise de conscience assez profonde, assez lucide du lien ambivalent, par exemple, de l'enfant asthmatique avec sa mère, ou des sobassements homosexuels de la jalousie. On a l'impression que dans ces situations-là, c'est un véritable travail de perlaboration qui n'a rien à envier à un travail analytique. D'ailleurs, nous faisons l'expérience de ce fait que la sublimation est déjà sur la voie de la perlaboration. Nous en faisons l'expérience dans la cure analytique. Avant toute compréhension ou intellectualisation, le simple fait de nommer l'affect pour le restituer à l'autre, l'analyste, est déjà une sorte de médiation, une sorte de méditation qui atténue la charge érotique et thanatique de l'affect, qui le rend supportable, vivable, parfois même agréable et plaisant. Proust s'en protège pourtant davantage et autrement que le patient, puisque, par exemple, en nommant le goût de la madeleine, savouré avec maman, ou par exemple en nommant le faux pas sur les dalles de Saint-Marc à Venise, un écho au pas sur les pavés de la cour de Guermantes, il s'empare des codes rhétoriques antérieurs. Donc il ne fait pas que nommer ce qu'il a éprouvé, ce que fait un analysant, disons, ordinaire. Quand il nomme, il se met tout de suite, en tant qu'écrivain, dans la perspective de l'histoire littéraire, des codes rhétoriques qui le précèdent, et donc il s'approprie une histoire de la langue, une histoire de l'art. Il s'approprie, par exemple, quand il s'agit de l'épisode de la Madeleine, il s'approprie George Sand, puisque j'ai essayé de démontrer, Madeleine renvoie à une héroïne de George Sand, qui était une meunière, qui s'appelait Madeleine, et qui avait une relation incestueuse avec un enfant trouvé, le petit Champy,
Champy veut dire enfant trouvé en patois bourguignon, d'où champignon, d'où madeleine, qui est une forme de champignon. Donc il y a toute une circulation de signifiants qui situe donc Proust nommant cette relation orale avec sa mère dans un registre proche du registre de notre passion, mais aussi assez éloigné puisqu'il se mesure également à l'histoire rhétorique, à l'histoire littéraire, ce que le patient ne fait pas toujours. Donc il s'approprie George Sand, en l'occurrence, qui était auteur préféré de sa mère, Jeanne-Clémence Weil-Proust, ainsi que le personnage de la meunière, mère incestueuse de François Le Champy, qui se prénomme Madeleine. Et donc il entre en compétition avec l'art classique du XVIIe siècle, par ailleurs, parce qu'il voulait être à la hauteur des portraits de La Bruyère et de Saint-Simon. Et au-delà de ces auteurs qui dépassent donc largement George Sand et le XIXe, il voulait être en compétition avec Dostoïevski parce qu'il trouvait que Madame de Sévigné, tout en étant une femme du XVIIe siècle, avait un côté Dostoïevski parce qu'elle s'intéressait à la criminalité. Et donc vous voyez comment sa sublimation par la nomination n'est pas seulement quelque chose qui se passe entre lui, sa mère et son analyste, qui serait le cas du patient, mais embrasse toute une histoire culturelle. En même temps, donc, il se mesure aussi à ce que le marché de la littérature et les milieux éditoriaux journalistiques de Paris du début du siècle attendent d'un grand écrivain français. Autrement dit, il entre dans l'économie de la production culturelle. Et dans l'alchimie de ce verbe lové à la pulsion, mais en même temps à l'histoire et à la société, il construit un objet qu'il faut bien qualifier à la fois de perlaborant, mais en même temps d'artificieux et d'artificiel, que le lecteur ordinaire reçoit comme passablement snob. On appelait Proust, le petit dandy, alors qu'il faudrait déceler sous ce reproche d'artificialité aussi un palier important et peut-être indispensable du travail de sublimation, de son omnipotence aussi. Vous voyez cet aspect omnipotent quand je vous parle de la tentative d'emprise non seulement sur la mère, mais sur George Sand et sur La Bruyère et sur Madame de Sévigné et sur Dostoïevski. Donc une ambition universelle contenue dans le style qui va être le résultat de cette nomination. Et là, évidemment, on dépasse le cadre du divan et on entre dans une autre dimension qu'on appellera culturelle. Donc cette extravagance n'empêche nullement l'écriture de rester dans le registre d'une vérité inconsciente, d'autant que cette œuvre sublimatoire qui embellit l'insupportable en même temps qu'elle éternise, cette conjuration du trauma, de la douleur asthmatique ou de la culpabilité homosexuelle, n'hésite jamais à mettre en thème narratif les conflits précis qui la rendent possible, c'est-à-dire le conflit avec les imagos parentales. Il a beau se diluer du côté de George Sand, de Madame de Sévigné ou de Dostoïevski, le contenu conflictuel édipien reste présent. Donc c'est le conflit avec les imagos parentales et notamment l'imago maternel qui apparaît comme la source de ce que Proust appelle la mémoire involontaire et que l'on peut comparer à la mémoire inconsciente, bien qu'il soit toujours difficile de mettre un signe d'égalité entre des notions élaborées de manière aussi indépendante. J'ai constaté d'ailleurs que les premières ébauches de la recherche, qui datent d'un carnet que Proust a écrit en 1908, accomplissent un travail de deuil. Parce que c'est un carnet qui a été écrit après la mort de l'écrivain qui se situe en 1905 et qui, ce deuil se met lentement en place en utilisant entre autres des figures maternelles substitutives. Par exemple, certaines relations maternelles avec des femmes de l'aristocratie qui entouraient Proust, telle Madame Strauss, née à Lévis, qui était l'épouse de Georges Bizet et belle-mère du camarade de classe de Proust, Jacques Bizet, et qui justement lui offre ce carnet dans lequel il va écrire, à partir de 1908, le deuil de sa mère et le dépassement du trauma. Donc, ce n'est pas inintéressant de montrer comment cette figure maternelle substitutive vient se mettre comme un relais dans l'élaboration sublimatoire et donnera donc l'occasion à ces premières esquisses de la recherche. Et qui lègue d'ailleurs, cette Madame Strauss, née à Lévis, lègue à Oriane de Guermantes ses cheveux blonds, ses robes de velours rouge et sa tête enfantine et mélancolique. Donc on va la voir transparaître dans un personnage.
ou encore la comtesse de Chevigné, née Laure de Sade, de pure noblesse cette fois, reconnaissable à son nez busqué et à sa tête d'oiseau qui sera le signe typique des Guermantes. Ce sont donc là des mères vivantes et distantes, auxquelles va s'ajouter à partir de 1914 la subtile et dévouée Céleste Albaret, la célèbre servante, indispensable et confidente privilégiée des maladies et aussi de quelques orgies. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous parler de cette Céleste comme confidente des orgies. En tout cas, toutes ces figures maternelles vont permettre de reprendre la situation traumatique que Proust vécut dans une étroite proximité avec sa mère et de s'évader de cette osmose. Et de s'en évader comment? Eh bien, en confiant à ce petit carnet de 1908 et puis progressivement dans l'élaboration de la recherche, son homosexualité d'une part, et de s'en évader aussi, non seulement par cet aveu de l'homosexualité, d'aveu indirect, parce qu'il ne va pas dire je suis homosexuel, mais il va mettre en scène des figures homosexuelles, et aussi par l'écriture narrative, d'autre part, qui va prendre le relais de ce qu'il écrivait antérieurement. Or, ce qu'il écrivait antérieurement, c'était Jean Santeuil, c'est-à-dire un roman poétique dans lequel il s'enlisait dans les évocations poétiques de la perception sensorielle, mais qui n'arrivait pas à avoir une trame narrative dans laquelle, justement, le conflit édipien se met en place. Narration versus prose, c'est Édipe versus contemplation. Donc, Jean Santeuil va être un peu abandonné, il va être inachevé, pour laisser place à un récit dans lequel, justement, le conflit édipien va prendre place. Il avait aussi fait auparavant, donc avant la recherche, un autre type d'écriture, c'était l'essai, le contre Sainte-Beuve. Eh bien, tout ça va être abandonné à la mort de la mère, ni roman poétique, ni essai, c'est l'écriture narrative qui va prendre la place. Une écriture narrative dont la finesse des métaphores n'a d'égal que l'impitoyable agressivité des intrigues, notamment à l'endroit des figures maternelles et de la féminité. Et jusqu'à la féminité de l'homme, son homosexualité qui est, selon Proust, à la fois un signe d'élection et une tare comique, puisque vous vous souvenez que dans La race maudite, l'homosexualité est présentée précisément comme une tare, comme un vice le plus terrible de tous. Et tout cela va être un infaillible prétexte à la tendresse, mais aussi au sarcasme et à la médisance, toujours dans l'ambiguïté. Donc, le fait de transgresser l'interdit, dans lequel le maintient son identification à la figure maternelle, a renforcé ce processus de remémoration. Et ça n'a été possible qu'à l'occasion de la mort de la mère. Transgression de l'interdit, je peux avouer à la fois l'agressivité vis-à-vis de la figure maternelle et ma propre homosexualité. Ce qui lui permet de mettre en scène l'enfance et de dévoiler, sous les représentations de mots, les représentations de choses. Là, j'entre dans un domaine un peu plus complexe qui n'est pas seulement celui des contenus fantasmatiques, mais celui du style. Car il y a style lorsque les représentations de mots rencontrent les représentations de choses. Autrement dit, quand le vécu pulsionnel ou sensoriel parvient à intriguer ou à irriguer le signifiant pur, le signifié pur, la formalité de la langue, et à donner des métaphores ou, chez Proust, ces phrases interminables qui cassent justement la syntaxe ordinaire et qui fait entrer une vibration pulsionnelle ou sensorielle sans cela irreprésentable. De telle sorte que la narration cruelle va aller de pair avec ce que j'appelle une langue incarnée, et qui ne devient incarnée, qui n'arrive à traduire la sensation et la pulsion qu'à force d'être travaillée par des métaphores et par cette syntaxe hyperbolique que vous connaissez. Et Proust est tout à fait conscient du fait que la narration cruelle va de pair avec cette incarnation de la langue, représentation de mots qui embrasse les représentations de choses, parce qu'il dit dans une lettre, quelque chose que je reprends souvent, il dit la véritable littérature est celle de la transsubstantiation, en reprenant un terme de la théologie catholique et dans laquelle il est fait allusion au fait que les mots deviennent choses et les choses deviennent mots. Des métaphores donc et une syntaxe hyperbolique, telle est la technique spécifiquement proustienne, mais aussi très évidemment pour lui une nécessité de vie, puisque l'écriture est dès lors la seule vie possible, la garante même pour sa survie biologique.
Le but de ce remaniement des signes fatigués de la langue dans une trame narrative cruelle et de la langue dans une langue métaphorique et syntaxiquement remaniée, le but donc de ce remaniement consiste à briser l'aspect obsessionnel et inhibant de la langue sociale, dite langue maternelle, pour la rapprocher de la pulsion du désir. Proust appelle ce continent énigmatique qui est pour nous celui du désir, celui du trauma, celui de l'indicible, il l'appelle de manière plus philosophique, moins psychanalytique, il ne connaissait pas Freud, en tout cas il ne s'y réfère pas, il l'appelle l'être. Je crois que c'est très intéressant pour nous parce que il m'a semblé que cette référence à l'être est moins une référence à Platon, comme on a pu le penser, et Deleuze a fait de très belles démonstrations sur cette proximité entre Proust et Platon. Je crois qu'il s'agit moins de Platon que de Schopenhauer, c'est-à-dire l'être de Schopenhauer, qui est celui de la force, plus proche de ce que nous appelons la pulsion, de l'énergétique. Et c'est un Schopenhauer que Proust a dû connaître, ne serait-ce qu'en passant sa licence de philosophie à la Sorbonne, parce qu'on ignore qu'entre autres choses, il a été élève de philosophie à la Sorbonne. Donc un être qui serait pour nous, lecteurs de la conclusion du temps retrouvé, je vous conseille de revoir la conclusion du temps retrouvé parce qu'il a écrit avant pour la placer à la fin de son ouvrage. On peut la lire, si on la relit, d'une part comme une indication de l'inconscient, cet être que l'écriture est supposée traduire et qui reste énigmatique parce que c'est très imprécis, c'est peut-être l'inconscient, mais peut-être aussi au-delà, une ambition démesurée, je dirais, de s'évader du subjectif, puisqu'il ne parle pas de subjectif, de désir, mais quand même de l'être, pour atteindre ce que certaines recherches psychanalytiques appellent maintenant le pré-psychique. Je reviendrai tout à l'heure. Alors, comment la littérature, qui est faite de mots et qui imagine l'univers humain, pourrait-elle atteindre cela, l'être, le pré-psychique? Sinon, justement, par cette modification monstrueuse de la langue qui nous engloutit dans le senti et plus loin dans un univers immaîtrisable qui serait à la limite hors sujet. Et c'est ça qui fascine Proust, de passer par les drames de la subjectivité, mais pour atteindre à ce quelque chose qui serait hors sujet. Telle est en tout cas son ambition, et on la lit très très clairement dans les dernières pages du temps retrouvé. Le psychanalyste est bien sûr tenté d'entendre cette deux-mesure comme une tentative héroïque de s'arracher au traumatisme de la séparation avec l'objet. Séparation intenable, donc je dénie cela, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet, je suis dans l'omnipotence, je possède l'être. Donc c'est l'interprétation que nous pouvons avoir, être pour se défendre contre l'angoisse de séparation avec l'objet. Séparation et individuation donc problématique, sinon impossible, que Marcel a précisément vécu sur le registre de l'asthme et de l'homosexualité, et que Proust reconduit dans le registre de la transformation de la langue et du récit, et dans le fantasme de s'égaler à l'être. Pas de sujet, pas d'objet, il n'y a pas de séparation, je suis l'être, le style embrasse l'être. Cette expérience le conduit à rencontrer et à traduire en termes modernes ce que la philosophie et avant elle, la mystique, ont appelé une chair, à savoir un tissage entre la pulsion et la langue, le réseau des liens humains, liens signifiant que le sujet ne maîtrise pas, mais qui nous échappe. Merleau-Ponty a beaucoup travaillé sur cette notion de chair dans le visible et l'invisible en disant que nous manquons dans la philosophie laïque de termes pour cela, et il voulait entendre cette interpénétration du sujet de l'inconscient et du monde, en passant par le senti et en englobant la langue. Cette osmose entre senti et langage, individuation et perte d'individuation, qu'il appelle une chair, et comme par hasard, il retrouve l'illustration de cette intuition philosophique qu'il va développer aussi dans sa thèse sur la sensation et les perceptions. Il va trouver l'intuition de cette notion de chair chez Proust. Il va donner d'énormes citations pour dire combien
Proust était en quelque sorte une prémonition de Merleau-Ponty lui-même. Mais c'est un autre sujet que je ne développerai pas ce soir. Alors, quelques mots pour vous dire comment j'ai essayé moi-même, en passant par la langue de Proust, de repérer à la fois son intérêt pour le conflit psychique et ses tentatives de s'évader du conflit psychique pour rejoindre l'être ou la chair, c'est-à-dire une ambition qui peut paraître maniaque ou vous pouvez donner d'autres étiquettes, mais qui peut-être serait plus prudent de suspendre pour l'instant pour ce qui est de cet étiquetage. Alors j'ai commencé par me dégager du structuralisme strict dans mon abord des textes littéraires, et c'est l'œuvre d'un post-formaliste russe qui s'appelle Mikhaïl Bakhtin et qui a écrit de très belles pages sur Rabelais et Dostoïevski, qui m'a été très utile à cet égard. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui s'intéressent à la littérature, je crois que c'est absolument indispensable de connaître ce travail de Mikhaïl Bakhtin, tout en s'opposant farouchement et naïvement à Freud. Bakhtin propose une lecture du genre roman qui ressemble beaucoup à l'association libre, parce que c'est une lecture qui réconcilie le corps avec le corps et l'espace du carnaval. Il pense, Bakhtin, que le roman est une manière de transposer en texte écrit la structure du carnaval, dans la mesure où le carnaval est fait de conflits, d'ambivalence. Il y a le clown qui conteste la loi, il y a la prostituée qui est la plus virtuelle, il y a le roi qui est le plus ridicule, il y a le fou qui est le plus sage, et ainsi de suite. Donc, il ouvre cette scène paradoxale qui intervertit le public et les acteurs aussi, qui abonde en paralogisme et qui figure aussi le sexe et la mort, sans oublier les répétitions des paroles de foire, etc. Donc, c'est à partir de ma lecture de Bakhtin que j'ai proposé, il y a plusieurs années déjà, la notion d'intertextualité pour exprimer qu'un texte constitue son sens à partir des relations qu'il tisse avec l'environnement discursif que l'écrivain connaît ou non, mais qui résonne dans le champ social et offre en quelque sorte le support inconscient de son écriture. Plus tard, en me fondant sur l'œuvre de Freud et sur ma propre expérience de la psychanalyse, j'ai constaté combien cette idée était féconde pour comprendre la logique du sens inconscient. Et je l'ai précisé à la lumière de ce que Freud appelle les processus primaires, c'est-à-dire les déplacements, les condensations, les surdéterminations. C'est donc à la fois comme un rêve et comme un intertexte, comme un croisement de plusieurs textes, que je proposais de lire l'épisode de la Madeleine, dans le texte de Proust, et celui de la sonate de Vinteuil. Ainsi, les célèbres pages de la Madeleine commencent, vous vous souvenez sans doute, par une forte idéalisation de la mère du narrateur. Après avoir rappelé qu'elle lui lit des romans de George Sand avant de l'endormir, Marcel regrette d'avoir perdu les couleurs de ses souvenirs d'enfance, les drames de son coucher, dit-il, à l'exception d'un pan de mur jaune dans la nuit. Donc il a tout oublié. Bon, j'essaie de me souvenir comment était cette scène de coucher, mais j'ai tout oublié, il me reste un pan de mur jaune. Donc, à l'exception de ce pan de mur jaune, souvenir visuel, et tout de suite après, une journée maussade qui est illuminée par un souvenir qui est cette fois-ci non pas visuel, mais oral, qui est le souvenir d'une dégustation de thé accompagnée d'une madeleine, qui est savourée avec cette même mère, mais qui n'est plus lectrice, qui ne lui lit plus George Sand, mais qui lui donne une tasse de thé accompagnée d'une madeleine. Alors, toutes les tentatives pour se rappeler et décrire l'enfance qui avait jusque-là échoué se mettent actuellement, avec le souvenir du thé à la madeleine, à ressurgir dans sa mémoire. Mais ce surgissement n'est possible qu'à partir d'un déplacement dans le temps et dans l'espace. Il se souvient d'une autre saveur de thé qui a été dégustée en compagnie cette fois-ci non plus de la mère, mais de sa tante paternelle, qui est la tante Léonie. Donc, à la place de la mère qui avait provoqué une excitation innommable, survient un personnage plus distant, sinon neutre,
qui facilite la verbalisation du trauma. Comme si l'auteur nous disait « Je ne peux pas dire ce qui se passe de bouche à bouche avec maman, elle, lectrice de George Sand, moi, écoutant, elle qui me donne le thé, moi, dégustant, c'est trop violent, je ne peux pas le penser, je ne peux pas le raconter, là je sèche. Mais par contre, si je me souviens de la tante Léonie, je déplace l'excitation, elle est moindre, et je peux parler en remplaçant maman par tante Léonie. » Donc cette association, il faut bien l'appeler métonymique, qui glisse d'une femme à une autre, d'un lieu à un autre, d'un temps à un autre, ouvre la chaîne complexe des associations qui deviennent désormais soutenables. Ce sont des associations visuelles, olfactives, ainsi de suite. Les mots, à partir de là, se révèlent possibles. Ils restituent tout le paysage, le village, les détails de la maison, du jardin, ainsi de suite. Et comme pour marquer l'importance de l'éloignement métonymique, c'est comme un analyste, je ne peux pas parler de maman, mais je fais un transfert sur l'analyste, et là, les choses deviennent davantage lisibles. En l'occurrence, l'analyste, c'est tante Léonie, qui sert de relais de la première excitation, laquelle, trop traumatique, ne peut pas se dire. Donc, comme pour marquer l'importance de l'éloignement métonymique dans cette dynamique de la mémoire et de la nomination, Proust compare ce surgissement des souvenirs qu'il croyait éteints aux papiers japonais qui prennent des formes fabuleuses lorsqu'ils sont trempés dans l'eau. Donc, il s'agit de passer de la mer à la tante Léonie et jusqu'aux papiers japonais qui font penser à sa Madeleine. Japon, c'est vraiment un estrangement, pourrait-on dire, bien éloigné. S'estranger de maman en allant vers la tante Léonie et jusqu'au Japon si nécessaire, telle sera la condition dans laquelle le plaisir se rend dissible. Notez au passage que la tante Léonie n'est pas seulement une ruse pour mettre maman à distance. Elle est aussi une figure passablement dégradée de la féminité. C'est une malade plus ou moins imaginaire et une cancanière des sorties de messe dominicale que n'épargnent pas les sarcasmes du narrateur. Pauvre femme ridicule qui donc est plus facile à nommer que maman qui reste indicible. De surpoids, et ce n'est pas indifférent pour l'intrigue de la recherche, c'est sur le canapé de cette tante Léonie que Marcel a ses premiers ébats amoureux avec une cousine. Et plus encore, et c'est encore plus grave, ce sont les meubles de cette tante Léonie que le narrateur léguera, selon le texte, à une maison de passe, alors qu'en réalité, après la mort de ses parents, l'auteur avait cédé les meubles familiaux au bordel pour hommes d'un de ses amis. Donc il y a un acte de blasphème, de violation à l'égard de cette figure maternelle qui rend la nomination possible. D'ailleurs, quand il parle de tante Léonie en disant qu'il a légué ses meubles dans un bordel, il dit « j'avais l'impression de violer une morte ». Et la morte, c'est la mère, la grand-mère, donc c'est l'image maternelle qui doit subir ce traitement pour se prêter à la nomination. Donc cette lecture que je vous propose de l'épisode de la Madeleine, aux antipodes de l'édile du goûter qui a bercé tant d'écoliers apprenant le français dans le monde entier à partir de cette histoire de la petite Madeleine, vous voyez, mobilise à la fois les textes sous-jacents à la recherche, puisque je vous parle de George Sand ou d'autres exemples littéraires qui sont en arrière-plan, mais aussi cela mobilise la biographie de l'auteur, puisque je vous parle d'actes concrets que Proust a effectués, notamment en léguant les meubles familiaux dans un bordel. Pour constater quoi? Pour constater que dans ce laboratoire de la sublimation, qu'est l'écriture, ce qui permet de symboliser le trauma, c'est-à-dire en l'occurrence ce lien osmotique avec la mère, passe par la mobilisation des pulsions adverses, c'est-à-dire maman, tante Léonie, amour, haine, et il faut absolument que cette pulsion adverse, jusqu'au sadomasochisme, jusqu'au blasphème, soit au premier plan du texte. L'amour et le désir s'inversent donc en rejet, en haine, en colère, voire en mise à mort. Nous sommes au cœur de la perversion et de la profanation sous-jacente à la sublimation proustienne. Je vais revenir sur cette importance de la profanation et du blasphème à l'intérieur de l'acte sublimatoire. Et c'est un problème qui est non seulement un problème psychanalytique, c'est un problème, je dirais, idéologique. C'est la place de la profanation dans ce sacré particulier
dans ce non sacré qu'est la littérature. Puisque si nous sommes d'accord pour constater que la littérature est notre sacré, le fantasme mis à la place de la vérité révélée, quelle est la place, est-elle nécessaire, de la profanation dans ce parcours? Mais avant cela, pourquoi parler de trauma? Pourquoi parler de trauma dans l'histoire de Proust? Les témoignages biographiques et le texte de la recherche me font songer que la relation fusionnelle Madame Proust-Weil a été traumatique, au point que, pour acquérir une certaine autonomie du moi, Proust a dû passer d'abord par la somatisation. J'interprète donc son asthme comme une abréaction de l'ambivalence amour-haine sur le corps lui-même, qui est indistinctement le corps du sujet, le petit Marcel, et le corps de l'objet mère, comme une lacération, comme un étouffement, comme une mise à mort, comme une flagellation. Le Proust va reprendre ce fantasme plus tard, j'y reviendrai. Donc lacération, flagellation, étouffement de l'autre sur le corps propre du sujet. L'asthme comme une somatisation de l'acte violent, de l'étranglement de soi dans l'autre et de l'autre dans soi. Ultérieurement, avec la désinhibition relative du désir homosexuel, qui va se permettre de plus en plus avec sa maturation et surtout après la mort de sa mère, c'est la scénographie du blasphème qui prendra le relais du symptôme asthmatique sans se substituer complètement à ce symptôme, qui va être en quelque sorte le double du symptôme asthmatique. Je ne m'attaque pas moi-même ou pas seulement, je ne m'étouffe pas moi-même fusionnant avec maman, je profane maman elle-même, je fais ce qu'elle m'interdit de faire, je fais une sexualité qu'elle désapprouve et qui est une sorte de mise à mort de sa dignité telle qu'elle me l'a affirmée. En outre, donc, j'associe la perversion à la profanation, car il me semble que nous touchons ici à un univers qui dépasse peut-être celui de la psychanalyse que j'indiquais tout à l'heure. Par sa transsubstantiation du langage et par sa méditation sur le sadomasochisme inhérent au pacte social, c'est ce qu'il nous dit constamment quand vous entrez dans les différents salons et vous découvrez dans la société qui entoure Proust et la recherche, vous retrouvez toujours la violence, qu'elle soit celle des homosexuels ou celle des gens bien pensants. C'est toujours la guerre qui est le sous-jacent de cette paix sociale, de l'opinion. Donc, le sadomasochisme est inhérent au pacte social. Tel est le message social de Proust. Eh bien, par cette découverte du sadomasochisme inhérent au pacte social et par cette transsubstantiation du langage où le signifiant signifié sont nourris de sensations et de pulsions, Proust a atteint, me semble-t-il, un point métaphysique important, la profanation précisément, que Georges Bataille fut le seul à relever dans la recherche et qui concerne la destruction de l'image divine. Il y a un très beau texte de Bataille qui, avant moi, était le seul à avoir découvert ça, qui est publié dans la revue Critique dans les années 50, qui montre combien l'imaginaire de la recherche est un imaginaire profanatoire et dont la cible est la mère. Évidemment, tout cela préoccupe la psychanalyse, pour autant que l'image divine s'enracine pour nous dans la loi paternelle. Mais les enjeux de cette démolition, perversion comprise, me paraissent aller bien au-delà de notre champ clinique. Car qu'est-ce que l'image divine? Par-delà l'idéal ou l'interdit dont le Père est le garant, je dirais que le divin nous paraît de plus en plus, à l'écoute de l'inconscient, à l'écoute de l'anthropologie et de l'archéologie, comme une métaphore de l'aptitude même à représenter. Et je m'écarte un peu ici de Lacan tout en le suivant. Le nom du Père, oui, pour autant que le divin représente l'instance paternelle, d'accord? Mais au-delà de cette instance, la capacité que nous avons en tant qu'être humain de représenter l'expérience sensorielle. Le divin, c'est l'appareil psychique, l'aptitude de représentation. Donc, pourquoi? Parce que c'est ce qui spécifie au plus haut point les êtres humains que nous sommes, notre capacité d'halluciner, d'imager, de parler, de symboliser. Lorsque les Grecs identifient être et pensée
Lorsque le monothéisme célèbre un Dieu, pour rester dans la seule approche du divin sous nos latitudes occidentales, il me semble qu'il contemple une réalité qui, sous le déguisement des spéculations philosophiques ou religieuses, n'en continue pas moins à interpeller la psychanalyse. Il s'agit pour nous analystes de cette capacité extrêmement complexe, hétérogène, que j'appelle feuilletée parce qu'elle comporte plusieurs strates, qu'est l'aptitude à la représentation. Elle comprend, selon le modèle freudien, l'inconscient, le préconscient et le conscient, l'appareil psychique. Dieu, Lacan dit c'est l'inconscient, je dis c'est l'appareil psychique. L'inconscient, pas seulement, l'inconscient, le préconscient, l'inconscient, la capacité même de représenter. C'est pourquoi, et je reviendrai beaucoup dans la suite de cette conférence, le travail de psychanalyste n'est pas de sauver le divin, mais à travers cette confrontation à la capacité de représentation, de sauver la capacité humaine de représentation en tant que capacité créative. Donc, pour l'instant, cette aptitude à la représentation, je vais m'y référer uniquement en suivant le modèle freudien, l'inconscient, le préconscient, le conscient, tandis que l'actualité psychanalytique ne cesse d'en spécifier l'hétérogénéité. On parle d'hallucination, j'ai parlé tout à l'heure de représentation de mots et de choses. Selon le modèle de Bion, vous avez l'élément alpha et bêta, il y a les pictogrammes d'Olagnier, il y a dans ma terminologie le sémiotique et le symbolique, etc. L'actualité de la psychanalyse essaye de varier cette représentation que nous faisons de l'appareil psychique, de la capacité de représenter. La cure analytique n'est-elle pas une tentative précisément pour mobiliser toute la gamme de cette hétérogénéité de l'appareil à représenter, pour amplifier la vie psychique justement, pour donner un maximum de capacité psychique de représentation, et c'est par cette façon-là, c'est notre seule façon à lever les inhibitions et les résistances et favoriser ainsi la sublimation et la perlaboration. À sa façon, je dirais que Proust est allé très loin dans cette voie. Et il est parvenu à un point où il a obtenu une véritable fragmentation de l'appareil à représenter. Il ne restitue pas l'appareil à représenter dans sa cohérence, telle qu'on nous l'apprend à l'école, c'est-à-dire avoir un discours normatif et une manière d'être conforme à la norme. L'appareil psychique lui-même, tel qu'il le constitue dans la recherche, est une fragmentation extraordinaire, métaphore, hyperbole syntaxique, une grande agressivité, profanation, etc., sans que cette fragmentation s'effondre dans la symbolie de la psychose. Et c'est là qu'est l'énigme. L'expérience littéraire parvient à fragmenter l'appareil à représenter sans s'effondrer dans la psychose. Cette fragmentation-là est à la fois un risque majeur pour l'intégrité psychique du sujet, et les grands écrivains qui sont passés par là sont souvent happés, sinon par la psychose, du moins par la mélancolie, si je puis dire du moins. Cette fragmentation, elle est là, elle est un risque majeur pour l'intégrité psychique du sujet, et en même temps une source extraordinaire d'exaltation. Lorsque Proust écrit la phrase que j'aime citer, à savoir « les idées sont des succédanées des chagrins », ce qui veut dire que les idées viennent après la position dépressive, si on veut être clanien, ou encore que les chagrins sont seulement le mode selon lequel certaines idées entrent d'abord en nous. Donc la voie par laquelle les idées entrent en nous, c'est le chagrin, c'est l'affect dépressif. Il fait allusion aux états dépressifs, c'est-à-dire au moment de séparation avec l'objet aimé, objet maternel pour commencer. Mais il entend plus fondamentalement l'angoisse d'effondrement de l'appareil psychique à laquelle angoisse est confronté le sujet écrivain lorsqu'il se confronte au trauma de la séparation avec, ici en l'occurrence, l'objet maternel. Donc, objet insupportable et en même temps insupportable dans la séparation. Mais il entend plus fondamentalement l'angoisse d'effondrement de l'appareil psychique lui-même. Je me sépare, je ne supporte pas, ce qui veut dire que mon appareil psychique risque de s'effondrer. Je risque de devenir fou, déprimé ou psychotique. Donc, sous l'assaut de ce travail de négatif, comme dit André Guy, qui explore et désintègre toute unité.
l'unité du moi, l'unité de l'autre et l'unité de la langue elle-même. Travail du négatif qui comprend la pulsion, le désir et leur symbolisation, tout doit tresser dans une mise en question de l'identité et même du vivant. Proust ajoute tout de suite qu'il existe plusieurs familles d'idées. Certaines sont tout de suite des joies, dit-il. Donc certaines idées sont des chagrins. Les chagrins me renvoient à ma dépression, ce que je rencontre si je sculpte trop le trauma qui me lie à l'objet. Je peux devenir déprimé, je peux devenir fou, mais en même temps, c'est la seule voie que je peux emprunter pour remodifier le langage qui m'étouffe et qui est celui de la norme. Donc, certaines idées sont des idées chagrines, mais d'autres, dit-il, sont tout de suite des joies. Il entend ici la grande exaltation que provoque l'écriture, cet enthousiasme maniaque qui est l'envers de l'effondrement dépressif et qui envahit le sujet lorsqu'il ne succombe pas aux désintégrations, mais lorsqu'il parvient à traduire le trauma dans une trame verbale plurielle et cependant rassemblée, et à inclure son affect et son trauma justement dans une unité verbale qui est celle de l'œuvre. Donc la trame qui en résulte n'est donc plus le système ordinaire de la langue usuelle, puisque nous assistons à une hyperbole métaphorique, à une syntaxe qui fourmille de subordination parfois indécidable. Et quand vous lisez une phrase de Proust, parfois vous perdez le sens, vous ne savez pas quel subordonné se rapporte à quoi et quel était le sujet, quel était l'objet de cette phrase. Des personnages, eux aussi, qui mélangent leurs contours. On s'est amusé à repérer que on ne sait pas très bien qui est Swann et qui est Bloch et qu'ils interfèrent entre eux. Albertine, Odette et Oriane aussi interfèrent, etc. L'écrivain est donc dès lors non seulement dans un sentiment, mais aussi dans une pensée qui consiste à la fois d'avoir le sentiment d'être en pleine perte, il perd le divin, il ne possède rien, tout lui échappe, et en même temps, il est dans un sentiment de toute puissance, il va pouvoir refaire ce qui lui échappe, par son œuvre à lui, par son langage à lui, par cette création qui est une nouvelle langue, qui est un nouveau monde, qui est sa récupération, nous dirons maniaque, de cette splendeur polyphonique qui s'effondrait et qui maintenant va prendre corps. Et il trouve une très belle métaphore de cette réussite qui est la métaphore de la rosace, de la cathédrale. Son œuvre, il va la comparer à la rosace et à la cathédrale qui remplace le divin qu'il a perdu et qu'il a profané. Et les exemples de son style, il va les trouver comme équivalents des vitraux de la cathédrale. Il ne faudra pas comprendre cette rivalité avec le catholicisme comme une simple trahison du judaïsme auquel Proust, au contraire, fait du reste maintes allusions et dont il va chercher l'éblouissante lumière, la lumière de la sagesse juive, notamment celle du Zohar, qui est une tradition ésotérique juive, jusque dans les clochers de Saint-Marc de Venise. Dans mon livre, je parle beaucoup de cette fidélité intermittente, mais néanmoins présente chez Proust, à la tradition juive ésotérique. Je verrai plutôt dans cette insistance appuyée du côté du catholicisme, je verrai plutôt une recherche d'appui pour justifier cette expérience strictement personnelle à laquelle il est parvenu dans sa traversée de la dépressivité, d'une part, et de son polymorphisme pervers de l'autre, et qui est tout simplement la possibilité de représenter l'éclatement de l'un. Je suis un sujet, mais je ne suis pas un sujet un. Je suis un sujet éclaté. Je suis un sujet éclaté par la douleur et par la perversité. Et ça, c'est possible à représenter à condition de transformer la langue, de jouer avec la pluralité des significations, de réunir dans l'unité de l'œuvre une sorte de polythéisme, je dirais, des sensations, traduites dans des images et des signes monstrueux et protéiformes. Lacan dit « la jouissance ne peut pas se dire », eh bien le pari de l'écrivain du grand style, celui de Proust en particulier, est de dire si la jouissance peut se dire, y compris et surtout dans l'éclatement du sujet, dans l'éclatement de l'un, que ce soit dans la douleur ou dans l'extase, et ça pourra se dire
par une modulation de la narration, une narration protéiforme qui sera à la fois idyllique et blasphématoire, et dans la transformation de la facture de la langue à travers les métaphores et à travers la syntaxe. Alors, Kant entendait le sublime comme une réconciliation de la chose en soi, là encore le divin, avec l'imagination, au croisement de la laideur et de la beauté, et au-delà d'elle. Autrement que lui, cet esprit profondément ironique et iconoclaste qu'est Proust bâtit du sublime comme une autre façon d'explorer, ou plutôt d'exploser le divin. Sur le littoral des risques qui menacent l'intégrité psychique, comme le font toutes les grandes aventures de l'art contemporain, mais aussi comme une appropriation du divin à l'intérieur d'une alchimie du verbe dont l'écrivain est l'explorateur, le constructeur et le déconstructeur. Il atteint ainsi une forme d'athéisme qui n'a peut-être d'autre réalité que l'expérience esthétique et son vis-à-vis qu'est l'expérience analytique. Le divin, c'est la capacité de représenter. Nous pouvons le refaire, non pas pour le posséder, mais pour le garder dans son éclatement, pour montrer que cet éclatement est vivable et qu'il est, en tant que tel, à la fois source d'angoisse et source de jubilation. La psychanalyse, quand elle ne normalise pas le sujet, touche à cette vibration-là. Et c'est pourquoi je pense qu'elle a quelque chose à voir avec l'athéisme, si ce mot a un sens, si ce n'est pas une militance antireligieuse, mais s'il consiste à penser comment on peut vivre la représentation, non pas comme une norme, mais comme une polyphonie, non pas comme une unité, mais comme une pluralité qui intègre donc du coup l'effondrement dépressifo-psychotique, mais aussi la polyvalence perverse. Sartre disait que l'athéisme, je le cite, est une entreprise cruelle et de longue haleine. Proust le démontre à la lettre, par l'éclatement du moi désirant jusqu'au sadomasochisme. Il est cruel avec sa mère, on vient de le voir, avec les juifs, les homosexuels, avec soi-même, toutes les unités, toutes les personnes, tous les idéaux qu'il aime. Il va mobiliser un maximum d'agressivité pour les éclater, et c'est dans cet éclatement qu'il va trouver la sublimation et un embellissement possible. Donc Proust démontre à la lettre cette idée de Sartre, à savoir que l'athéisme est une entreprise cruelle et de longue haleine, par l'éclatement du moi désirant jusqu'au sadomasochisme, par la pulvérisation du sens, cependant maintenu dans la polyphonie de son récit poétique, de son récit cathédral. Alors, je vais peut-être m'appesantir un tout petit peu sur psychanalyse et sacré, et je voudrais reprendre après quelque chose de plus clinique sur le rapport au sensible. Mon expérience analytique me conduit en effet à essayer d'approfondir ce thème de psychanalyse et de sacré. J'ai eu par exemple le plaisir de proposer une exposition au Louvre sur la représentation de la décapitation. Et puis avec mon amie Catherine Clément, on a essayé d'échanger des lettres sur le féminin et le sacré. Nous avons été amenés à définir le sacré comme n'étant pas le religieux. Ni l'une ni l'autre ne sommes croyantes, mais notre connaissance du travail symbolique nous a conduit à valoriser cette dimension du sens, aux antipodes de la domination de la technique qui prétend détenir la vérité sur l'humain et qui dénigre par là même le principe de la psychanalyse fondée sur la dualité du sujet, biologie et sens. Alors pourquoi préserver alors le terme si chargé de sacré pour désigner cette aptitude de représentation, cette gamme complexe qui va du non représentable à la signification, du senti ou du pulsionnel au langage. L'étymologie du mot sacré dans les langues indo-européennes renvoie à deux courants de pensée. D'une part, cette étymologie du mot sacré rappelle le sacrifice, du latin sacer, la mise à mort d'un objet. On sacrifiait des plantes, des animaux et aussi des êtres humains. Mise à mort donc d'un objet qui fixe la pulsion destructrice. Au lieu de déchaîner la violence, je la fixe en sacrifiant un objet et en scellant ici un pacte horizontal
entre les communiants. Les communiants ne déchaînent plus leur violence, ils se lient, ils fixent leur violence en sacrifiant un objet, et ils se lient entre eux. C'est le pacte humain des frères, en même temps qu'ils fondent un pacte vertical entre eux-mêmes et l'instance du sens, c'est-à-dire au-delà, imaginé comme divin. Pour Freud, cette instance divine n'est autre que la projection du Père sacrifié en interdit communautaire, embryon de la morale, de la culpabilité et de la socialité, le nom du Père que j'évoquais tout à l'heure au sens de Lacan. D'autre part, ce terme de sacré, mais cette fois-ci dans une autre étymologie, de l'avestique spenta, renvoie non pas au sacrifice, à la mise à mort, mais à la vitalité, à l'élan de reproduction, à la grossesse, connotation sexuelle, mais plus fortement encore maternelle, de mémoire matrilinéaire. Il y aurait donc dans notre tradition deux versants du sacré, l'un pacte sacrificiel ouvrant au nom du Père à l'interdit, l'autre croissance, désir de reproduction, mémoire matrilinéaire. Les psychanalystes sont peut-être les seuls aujourd'hui, dans le contexte des sciences humaines, à pouvoir saisir les raisons profondes, je dirais, de la ruée actuelle vers les différentes formes de spiritualisme, consécutives certes à la débâcle des idéologies, mais surtout à l'incertitude, voire à l'absence de formes laïques qui correspondraient à ces deux constantes de l'appareil psychique que célèbre le sacré, c'est-à-dire la pulsion de mort d'un côté et la fertilité, la croissance, le désir de reproduction de l'autre. Ceci est quelque chose qui anime la pensée psychanalytique. Vous savez que Eros Thanatos, c'est notre héritage freudien, et même si parfois la psychanalyse a des tendances positivistes qui consistent à banaliser ses logiques, et en ceci, les interventions des psychanalystes se trouvent un peu handicapées pour intervenir dans le champ social et devant notamment la recrudescence des besoins pour un sacré ou la part que prennent les religions. L'intérêt, par contre, que nous pouvons porter à d'autres expériences liées à la symbolisation de l'indicible, comme par exemple la littérature ou l'esthétique, peut nous réintroduire dans le débat social où cette question du sacré s'implique. Dans une tonalité à la fois tendre et sarcastique, l'écriture de Proust a l'avantage de témoigner à sa façon de la cruauté du contrat social, de sa part sacrificielle, de ce qu'il appelle l'opinion, de son insoutenable sadomasochisme dans le désir. Tout amour proustien, vous le savez, se dissout dans la jalousie. Il comporte une part de mise à mort de l'autre, quand ce n'est pas dans la débilité de la haine. Le sacré du lien social, comme le sacré de l'érotisme, se dissémine sous la plume de Proust en un véritable théâtre de la cruauté, mais dont le lecteur ne sort pas catastrophé comme d'une lecture d'Artaud. Au contraire, il en rit, car l'outil de la représentation, contrairement à Artaud, qui nous confronte à la cruauté et où l'outil de la représentation, le langage, s'effondre dans la psychose, Proust parvient à montrer le pacte social sacrificiel en nous conduisant à en rire, comme s'il pouvait refaire un lien par-delà l'effondrement de la relation sociale et sa cruauté. La langue jouit, le récit triomphe. Voilà le sacré, le style pléthorique à la place de l'illusion. Donc je trouve qu'il y a là, dans la démarche qu'on qualifie très facilement d'esthétique, et on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, l'esthétique, c'est le sensible, c'est le beau, il y a là un retournement de la cruauté, de l'effondrement du sens et de la dépression, mais aussi de la perversion, un retournement en apologie de quoi? Eh bien, de la capacité de représenter notre effondrement lui-même. La dépression, la perversion, je vous les représente, j'en ris, et c'est ça que je vous donne comme nourriture terrestre. C'est là que vous pouvez reconstituer quoi? Non pas la communion sacrale, mais le plaisir esthétique. Vous, lecteur, qui n'êtes pas le communion dans le temple, mais qui vous êtes le lecteur de cet objet que je vous offre et qui est une manière de vous ressourcer à votre propre inconscient,
à vos propres effondrements, à vos propres traumatismes. Donc, je pense que c'est le meilleur cadeau que Proust fait à son lecteur que de lui donner un moyen de symboliser l'effondrement, qu'il soit dépressif ou pervers. Et aux psychanalystes, d'ailleurs, c'est le même cadeau, qui semble avoir avancé depuis Freud dans l'accompagnement de ces mêmes régions. Alors, je vais revenir maintenant à cette sublimation du trauma, en abandonnant le registre plus idéologique et plus social, où j'essayais de vous conduire pour voir comment la littérature est en compétition avec le sacré et le religieux, pour retrouver un terrain plus clinique et qui est celui de la sublimation, pour autant qu'elle se confronte à l'indicible du senti. Le traumatisme étant, par définition, un affect insymbolisable. Nous répétons à l'envi que Freud a ouvert l'immense question de la sublimation, mais qu'elle reste encore en friche. Je considère que les pages que André Green, dans le travail de négatif, a consacré au rôle de la pulsion dans la sublimation sont capitales, mais je n'aurai pas le temps de revenir sur ces pages. Je vous les recommande si vous avez le temps d'y revenir dans vos propres lectures. Je pense que ce sera un travail pas inutile du tout. J'ai essayé, quant à moi, d'écouter Proust lui-même et de ne pas appliquer à son texte des théories analytiques, mais d'induire une interprétation de la sublimation, c'est-à-dire comment traduire le sensible, le trauma du sensible dans du langage. J'essayais d'induire cette interprétation de la sublimation à partir des insights de Proust écrivain. Et j'ai été frappée par deux pôles, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, de l'expérience proustienne que l'écrivain a médité avec une pertinence, me semble-t-il, quasi analytique. Le premier pôle, c'est la dérobade du senti, cette difficulté à nommer l'expérience sensorielle, que j'appelle un voisinage avec l'autisme. Et d'autre part, et c'est le second pôle, la violence sadomasochique du désir. Un rêve pour le premier donc pôle, c'est-à-dire cette dérobade du senti, et que j'appelle peut-être de manière un peu dramatique, le voisinage de l'écriture avec l'autisme. J'en prends comme exemple un rêve dont j'ai demandé à Maurice Corpos de vous photocopier quelques feuilles. C'est un rêve très symptomatique qui se trouve dans Sodome et Gomorrhe et que Proust appelle le rêve du deuxième appartement. Vous le lirez attentivement chez vous si vous n'avez pas encore lu. Je ne lirai pas dans son ensemble, je le résume et je vais vous dire ce qui m'intéresse dans ce rêve. Il fait état d'une expérience onirique qui serait uniquement de l'ordre des sensations. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de mots, il y a simplement quelque chose de senti. Il s'agit essentiellement de sensations auditives qui glissent subrepticement au fur et à mesure que se déroule le rêve vers des sensations visuelles. Puis un deuxième rêve apparaît, qui est plus frontal, que Proust appelle le rêve du premier appartement. Alors dans ce rêve du premier appartement, on voit des personnages, il y a des paroles, et ce rêve ressemble beaucoup à un rêve freudien, comme on les voit dans l'interprétation des rêves, c'est-à-dire avec des personnages ambivalents, une grand-mère qui se transforme en valet de chambre, masculin, féminin, la douleur qui se révèle être un désir de proximité, etc. Mais ce n'est pas ça qui intéresse, ce n'est pas ce rêve qui intéresse Proust. Comme dans la caverne de Platon, il essaye d'entrer dans le rêve du second appartement. Et dans ce second appartement, il y a un feu qui commence à éclairer l'obscurité auditive avant que cette visibilité n'avance progressivement et donne lieu à quelques mots. Donc, dans un premier temps, on entend, il y a des bruits, on ne voit rien. Ensuite, il y a une lumière lumineuse, si j'ose dire, il n'y a que de l'éblouissement. Et à la fin, il y a quelques mots, quelques idées. Donc ce second appartement
va rester enfoui dans la douleur et l'innommable. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de trame narrative. Et il ne laisse subsister que des sons qui émanent d'objets inanimés, une sorte de véritable caverne sensorielle dont Platon nous a parlé, qui serait une sorte de trésor auquel la philosophie ne parvient pas, plus enfoui même que la caverne de Platon, parce que le texte fait allusion à cette caverne et semble dire qu'on ne pourra jamais y accéder. Donc je fais l'hypothèse que ce rêve et cette sensation enquistée, sonore et visuelle, mais qui a du mal à prendre forme, je fais l'hypothèse que ce rêve fait allusion à un autisme latent et compensé qui se laisse donc figurer par le rêve du second appartement et dont le rêve frontal, mais plus encore tout le travail d'écriture qui accumule les métaphores et ces extravagances syntaxiques que vous connaissez, aspire à traduire l'intensité et parvient. Donc cette surcharge de langage est faite pour essayer d'accéder à ce sensible traumatisant qui reste enfoui, pour ce qui est du rêve, dans le second appartement et qui, sans cela, ne pourra jamais voir le jour. Et je dis que l'écrivain, en tout cas l'écrivain Proust, réussit là où l'autiste échoue. C'est une des thèses que je développe dans ce livre, en faisant écho à la célèbre phrase de Freud que vous connaissez et qui dit « l'analyste réussit là où le paranoïaque échoue ». Et je voulais commenter ces deux phrases. Alors, comment j'entends la phrase de Freud « l'analyste réussit là où le paranoïaque échoue ». C'est une phrase qu'il a écrite dans une lettre à Ferenczi que vous connaissez. Je l'entends ainsi, alors que le paranoïaque est précisément celui qui est incapable d'établir un lien à l'autre, puisqu'il projette sa destructivité et sa peur sur l'autre, de sorte que l'autre lui apparaît si et seulement si le paranoïaque perçoit l'autre et le pense comme un agresseur, eh bien l'analyste, quant à lui, et sans refouler cette agressivité projective qui constitue le lien à autrui, l'analyste parvient à dénouer le cycle projection-introjection, qui lie d'ailleurs avec ses passions. Il n'y a pas un patient qui n'entre pas dans un cycle de persécution avec son analyste, à un moment donné de l'analyse. Donc il parvient à dénouer le cycle projection-introjection, à calmer l'angoisse persécutrice, à se poser comme autre pour le patient, puisqu'elle a commencé par entendre le patient comme autre de soi, et qu'il ouvre dès lors la possibilité de lien aux autres dans la vie fantasmatique réelle du patient. Donc, je suis, moi, l'analyste, un autre possible, je ne suis pas que votre persécuteur, donc il y a d'autres autres, et vous pouvez réussir là où le paranoïaque échoue, c'est-à-dire d'établir des relations vivables avec l'autre. L'écrivain, est-ce qu'il est comme l'analyste? Oui, d'une certaine manière, il n'est pas étranger à cette économie de réussir là où le paranoïaque échoue, justement parce qu'il crée des personnages. Le personnage lui permet de jouer avec l'agressivité, avec la persécution, qui persécute qui tue qui jalouse qui est infidèle à qui, toute la trame du sadomasochisme dont est faite l'intrigue proustienne. Charles Swann, narrateur, etc. Mais l'écrivain ajoute à cela quelque chose, je crois que dans notre travail analytique, nous n'arrivons pas, sauf peut-être des gens très subtils parmi nous et qui travaillent avec des patients autrement difficiles, l'écrivain y ajoute une autre capacité qui consiste à traduire ce sensible autistique, envahissant et réticent aux mots, grâce à une chaîne remodelée des signes usuels en métaphore et en syntaxe, mais aussi en récits inouïs, exorbitants et démesurés. Autrement dit, en transformant la chair de la langue, en introduisant le sensible dans le signifiant. C'est ce que fait Colette d'une certaine façon, qui est autre que celle de Proust, mais c'est ce que fait Proust aussi. Ce sont, par exemple, ces géants qui clôturent le temps retrouvé, qui se présentent comme des monstres qui sont montés sur des échasses. Pourquoi ils sont monstrueux? Parce que l'écrivain nous dit ils ont transformé le temps en espace. Le temps qui nous constitue, nous tous, sont devenus dans ces personnages
des espaces. Autrement dit, je les ai bourrés des sensations, des affects, de tout ce qu'ils ont vécu, et je les ai rendus gigantesques. Tout leur temps s'est incorporé et les a, en quelque sorte, hyperbolisés. Alors, cette nomination de l'innommable, cette possibilité de passer du sensible intraduisible, comme on l'a vu dans le deuxième appartement, finit par sortir donc de l'innommable et à s'incruster dans le nommable. Alors comment l'écrivain peut-il réussir là où l'autiste échoue? C'est là qu'intervient la perspective et la perspicacité, je dirais proustienne, à l'endroit de la perversion. Il utilise la perversion, ou en termes plus idéologiques, la profanation, comme un moyen de dépasser le trauma indicible et de le conduire à la nomination. Et l'exemple, la perversion ne sera pas un but en soi, ce sera le moyen qui lui permet de rendre la sensation conflictuelle. La perversion permettra de conflictualiser ce qui reste chez l'autiste insupportable et non conflictualisable. Et on voit cette conflictualisation du senti représentée dans une autre scène que je demandais à Maurice Porcos de vous présenter en photocopie. C'est la scène de la flagellation, que j'aime souvent mettre en contrepoint à la scène du second appartement. C'est la scène de la flagellation. On voit le baron de Charlus entrer dans un bordel et on ne voit pas ce qui se passe. Il y a le narrateur qui regarde par un trou, il ne voit pas grand-chose, mais il entend d'abord des sons de douleur. La même chose que dans le rêve. Ce sont des impressions auditives qui renvoient à un éprouvé de douleur. Et peu à peu, en insistant devant cette ouverture, trou de serrure extrêmement étroit, il finit par apercevoir le corps du baron de Charlus qui se fait fouetter par quelqu'un et donc qui devient un objet. Sa souffrance n'est plus indicible, il est une victime d'un bourreau. On sort de l'irreprésentable de la douleur et on entre dans une problématique qui est celle de l'objet partiel, de la violence, du sadomasochisme. La souffrance est objectalisée et elle est devenue un objet chu, analifié, je dirais, une sorte d'objet dévalorisé que le baron de Charlus, pourtant une figure sublime, vient assumer et qui permet à l'écrivain lui-même de se débarrasser provisoirement de la douleur en la montrant dans son paroxysme sadomasochique. Lorsque Freud recommande le silence comme moyen d'intervention psychanalytique, c'est sans doute aussi pour soulager cette réduction du patient à l'objet d'une relation sadomasochique pervers qu'il peut devenir dans la cure analytique, lorsque, dans la relation avec son analyste, il mobilise l'agressivité et il dépasse la position d'indicible du trauma en conflictualisation du transfert. Mais c'est une position que je considère de la part de Lacan prudente et néanmoins défensive, alors que installer l'interprétation dans la violence de la relation sadomasochique, sans forcément la fixer là-dedans, est peut-être la voie royale pour sortir à la fois de l'indicible de l'affect et de la relation sadomasochique dans laquelle peut se complaire la cure analytique. En tout cas, l'expérience proustienne qui est allée très loin dans la tentative de débusquer l'indicible sensoriel nous confronte à deux limites que l'analyste devrait lui-même connaître, à savoir que nous avons affaire dans chaque difficulté traumatique que l'analyste nous propose, à la fois à un autisme latent
et c'est notre mobilisation de notre propre imaginaire sensoriel qui devrait greffer au patient des sensations qu'il ne peut pas dire, et en même temps, ça nous confronte à un sadomasochisme latent que nous devrons être capables de verbaliser dans la cure, sans pour autant asseoir la cure dans le sadomasochisme, mais en permettant le dépassement de cette dimension sensorielle violente. Alors, je vais terminer pour vous donner, nous avons une demi-heure encore pour la discussion, pour vous dire que cette écoute que je me permets de vous proposer de Proust indique plusieurs choses qui concernent à la fois le statut de la littérature aujourd'hui, le problème de l'identité sexuelle, la place du sacré dans la culture contemporaine, le rôle de la littérature dans le débat sur le religieux ou sur la capacité de représenter. Et quant à ce qui est du champ analytique, je crois que la lecture des textes littéraires nous montre combien, comme disait Freud, les écrivains nous ont dépassés, ou en tout cas précédés dans cette dimension de la connaissance de l'expérience traumatique, inconsciente ou même préconsciente, et combien il serait important d'inclure la lecture des textes littéraires, comme vous le faites ici, dans le cursus même de la préparation des psychanalystes. Bien. Donc, merci à Julia Kristeva de ces développements théoriques très convaincants et de cette conclusion à laquelle nous souscrivons bien évidemment. Il y a d'autres développements théoriques dans le livre que je vous recommande. Là, ce n'est qu'une partie qui a été explorée ici ce soir. Alors, allons-y pour le rituel. Est-ce qu'il y a des questions? Probablement. Et qui se lance? Qui se jette à l'eau? Une première question. Oui, Lucie? Oui, c'est un peu exagéré ce que j'ai dit, parce qu'il y a une trame narrative, mais elle n'est pas essentielle. C'est-à-dire qu'il parle de sa mère, de son père, et on a l'impression qu'il se freine pour l'explorer. Parce que ce qui domine Jean Santeuil, c'est pourquoi il est désigné comme un roman poétique, c'est la résurrection qu'il tente d'états sensoriels, d'états poétiques. Et comme si il ne pouvait pas aller très loin dans la poursuite de cette trame narrative. Pourquoi? Parce que ça l'exposait à la culpabilité, à la version, ou au versant plutôt sadomasochique d'une part, et peut-être à cette expérience douloureuse du sensible que j'ai défini comme un affect de type autistique, et qui ne pouvait se permettre de dévoiler dans leur intensité que beaucoup plus tard. Il y avait quelque chose qui s'était arrêté, il est resté dans l'embellissement. Il a éludé ce qui a pu se permettre à partir du carnet de 1908. Enfin, c'est une explication que je propose quant à l'échec de cette œuvre. Pourquoi il l'a laissé comme ça en suspens? Il est entré dans Jean Santeuil avec le projet de faire un roman, puis après, ça n'a rien donné. Et à la mort de un peu avant la mort de sa mère, il veut abandonner ça et entrer dans la maîtrise. Il va contre Sainte-Beuve, va réfléchir sur ce qu'est la théorie littéraire, ce qu'est une sorte de philosophie. Et puis, il y a cette crise du deuil et toute une remémoration qui la confronte à une féminité traumatique, à sa propre féminité. Et il parvient à être beaucoup plus explicite et plus transgressif.
Alors, quand je dis que la trame narrative ne veut pas forcément dire une continuité. Il peut y avoir des trames narratives qui sont fragmentées. Vous pouvez avoir dans le nouveau roman des bouts de trames narratives. On n'est pas obligé de raconter toute l'histoire, mais ne serait-ce que par fragments, par exemple chez un robe grillé ou un butor, l'intensité érotique ou au niveau de la jalousie est présente et assumée, plus ou moins, alors que je trouve, moi, qu'ils ne le font pas assez. Il y a une régression par rapport à des œuvres comme celle de Proust, mais ça reste quand même un objectif. On ne s'évade pas dans la poéticité, dans l'idéalisation. Donc ça ne veut pas dire, encore une fois, que la trame narrative doit être linéaire. Il peut y avoir des flashs. Elle est sous-entendue, mais elle est assumée pour le non-dit. Oui, bon. Moi aussi, je vais vite, oui. Eh bien, il les idéalise. Je dirais qu'il les sublime pas, il les idéalise. Et donc, ça procède davantage du refoulement que d'une sublimation. J'essaye de donner au terme de sublimation une valeur perlaborative. Bien. Donc une question courageuse de Lucie qui continue. Oui, madame, merci. Allez-y. C'est le même. C'est au début de la recherche, quand il essaie de se souvenir de l'enfant. Oui, il y en a un autre. Vermeer. Delphes, oui. Tout à fait. Alors, je ne vais pas dire grand-chose sur le pan de mur jaune. Simplement, j'ai évoqué qu'il y a un enchaînement où il se trouve avec sa mère, qui lui lit donc George Sand. Après, il dit j'ai perdu tout ça, je me souviens rien de mon enfance, rien qu'un pan de mur jaune. Et puis après, il passe à la Madeleine. Et je n'ai pas suivi le destin du petit pan de mur jaune dans mon exposé de ce soir. Mais si vous faites l'honneur de lire mon livre, vous verrez que là, j'avais plus de temps et donc je m'apesantissais longuement sur le petit pan de mur jaune, qui est en effet tout un poème, si je puis dire. Alors, de quoi il s'agit? En effet, Bergotte est celui qui est fasciné par le petit pan de mur jaune dans le fameux tableau. Et il est tellement fasciné qu'il dit que dans le tableau, c'est beaucoup mieux fait, c'est formidable, alors que moi, pauvre écrivain, avec les moyens de l'écriture, je n'arrive à rien. Et ça le choque tellement, il est tellement malheureux dans cette confrontation et devant la supériorité de l'œuvre picturale qu'il meurt. Alors, le sarcasme de Proust est très net, parce qu'on ne sait pas s'il meurt parce qu'il ne supporte pas la compétition ou parce qu'il a mangé trop de pommes de terre et qu'il est mort d'indigestion. Mais dans les deux cas, l'écrivain s'effondre et perdure l'œuvre picturale. L'idée étant que Bergotte, c'est l'écrivain de la recherche, donc c'est une manière de se moquer d'une certaine littérature, peut-être de soi-même, mais puisque lui, Proust, ne meurt pas avec Bergotte, mais il continue à écrire, l'idée peut-être c'est que je peux faire mieux que Bergotte. Je peux, par mon écriture, ressusciter le petit pan, non seulement de mur jaune tel que je le voyais dans mon rêve d'enfant, mais aussi rivaliser avec l'œuvre picturale. Et c'est une dimension extrêmement importante de la recherche. Je vous parlais de ces codes qui se croisent dans le texte de la sublimation d'un écrivain comme Proust, ce qui fait qu'il est différent d'un texte du patient sur le divan. Il y a une compétition avec l'œuvre picturale et on a beaucoup développé cette idée de Proust qui consiste à se demander est-ce que l'œuvre en langage peut être supérieure à la musique ou à la peinture. Et apparemment, la réponse qui va au-delà de Schopenhauer, pour lequel l'œuvre d'art sublime, c'est la musique, la peinture et la littérature sont inférieures, la réponse de Proust semble être non, la littérature peut
malgré tout, être à la hauteur et de l'œuvre picturale et de l'œuvre musicale. Certains, oui, quand ils ne tombent pas dans la platitude de l'image. Oui. Oui, oui. Oui, mais là aussi, il ne suffit pas d'avoir le médium, il faut savoir le travailler. Il y a le cinéma ratapla, il y a le cinéma, oui. Oui, vous avez raison. Tout à fait. Une recherche, oui. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. Non, moi, je suis comme vous. Je pense qu'il y a une supériorité, malgré tout, de ce moyen modique que paraît être le langage humain, mais qui peut devenir un lieu de suggestivité souvent supérieur à l'effet hypnotique, un effet de l'image qui est immédiat. C'est vrai. Moi, je fais une petite extravagance radiophonique sur France Culture le matin. Oui. Et donc, je consacre une prochaine chronique au film iranien, parce que j'ai été stupéfaite de voir combien ces cinéastes qui vivent dans des conditions qu'on peut imaginer, sous la censure, parviennent à faire du langage cinématographique quelque chose d'extrêmement suggestif. Et plus c'est serré, plus c'est condensé, plus c'est allusif, plus ça se rapproche peut-être de quelque chose de langagier. Et ça devient beaucoup plus suggestif que la chronique plate. Tout à fait. Tout à fait. Écoutez, oui, je ne sais pas si on est tous d'accord sur les termes, mais si on entend par figuration les caractères ou les images identifiables, les archétypes, et par représentation, ce que j'ai annoncé tout à l'heure, représentation de choses, représentation de mots, c'est-à-dire une dimension qui est presque à la limite du représentable, qui peut être plus près de l'indicible, de l'affect. En effet, il y a chez Proust un jeu constant entre les deux. Il y a une figuration, ce qui fait qu'il est quelqu'un de réaliste, plein de bonnes femmes, de scènes érotiques, enfin, tout ce qu'on veut pour faire de la séduction et du roman passe-partout. Et en même temps, il y a cette dimension de la représentation presque aux limites du représentable et qui donne cette épaisseur du texte. Ce qui fait qu'il est plus que le nouveau roman, parce qu'il n'est pas simplement dans l'exemple, dans le raffiné. Il joue avec la figuration et en même temps, il n'abandonne pas ces strates plus profondes. Donc, il y a une osmose de ces deux stratégies qui font toute la richesse, je crois, du texte. Ce qui fait aussi la difficulté de Proust. Quand j'ai commencé à travailler sur lui, je me suis rendu compte qu'à part quelques universitaires hardis et obscurs, les grands écrivains ne se lancent pas tellement dans le commentaire de Proust. Il y a Bataille qui a accentué ce côté profanatoire. Il y a Blanchot qui, je crois, se trompe parce qu'il dit la cathédrale est vide. Il a senti ce côté blasphématoire contre le divin. Mais la cathédrale n'est pas vide. Elle est secouée et il en sort une pléthore de figures, de représentations et de figures aussi. Donc à la cathédrale, elle sort revigorée, mais pas au sens de Saint-Sulpice, au sens d'une histoire des représentations. Donc, il y a Blanchot, il y a Bataille, mais les autres qui viennent après, c'est-à-dire les existentialistes, ça leur dit rien. Il y a trop de figuration et trop de représentation, mais pas trop d'idéologie. Donc, ils sont débordés par ces strates à travers lesquelles ils saisissent la complexité de la vie psychique qu'une littérature engagée ne donne pas. Les nouveaux romans, ils sont trop géométriques. Là aussi, il y a trop de chair, trop de transubstantiation, trop d'incarnation. Donc, il reste très prémonitoire, en fait. Et donc, tout le monde se mesure à ça et tremble un peu.
Mais enfin, je veux dire, probablement, il reste un point de mire pour beaucoup, pas forcément avoué. Aragon a donné quelques éléments comme ça, explicitement, d'aveu, de comparaison et de compétition. Mais chez Modiano, il y a des... Sur Proust, bon, en passant comme ça, mais sans thématique, dans une trame romanesque. Non, il hante l'imaginaire, mais on ne s'attelle pas à débusquer où est la magie de Proust, qu'est-ce que moi, comme écrivain, je peux faire de mieux. Angaretta, absolument, vous avez raison, oui, c'est tout récent. Sur un mode plus ludique et justement dans le côté blasphématoire. Oui, probablement. Moins explicite qu'implicite, oui. Marthe Koppel. Oui. Oui. Alors, non, mais il y a d'autres auxquels je pense. Il y a Dubrovski, par exemple, Place de la Madeleine. Il y a beaucoup plus récemment, depuis les années 60-70, les flashs comme ça apparaissent, sans que ce soit un commentaire, je veux dire, une appropriation. C'est par flash, de manière plus impressionniste. Vous voulez dire ? oui. J'ai une petite question. Donc, je profite que Marthe Koppel ait évoqué Pérec, parce que je partage son point de vue. Il y a beaucoup de points communs, ne serait-ce que le style pléthorique de la recherche et des romans que constitue la vie mode d'emploi. Alors, ma question est la suivante, sur le fond. Moi, je blanchotte régulièrement et je crois qu'en effet, il me semble que la cathédrale est vide. Voilà, bon. C'est-à-dire que vous avez centré votre intervention sur l'aptitude à représenter l'expérience sensorielle. Vous l'avez évoqué sur un certain nombre de ces réminiscences proustiennes, comme la Madeleine, par exemple. Et vous savez comme moi que parmi les 8 réminiscences sensorielles proustiennes, il y en a une qui n'aboutit à rien. C'est celle des 3 arbres. C'est-à-dire toutes les autres réminiscences, que ce soit la Madeleine, que ce soit le son des clochers, que ce soit la serviette en pesée, enfin les autres, tous sauf celui qui correspond à la vue de ces 3 arbres, donnent lieu à des associations qui permettent éventuellement la rencontre de la collusion des temps. Les 2 pavés sont les mêmes, les 2 pans de mur jaune sont les mêmes, etc. Mais les arbres, ça donne rien. C'est là-dessus que j'essaye de réfléchir, c'est-à-dire que là, il n'y a pas pour lui de possibilité, d'aptitude, de capacité à se représenter cette expérience sensorielle, ou en tout cas d'aller au-delà de l'éprouver. Il n'y a pas de chaîne associative qui arrive. Il n'y a pas, pour reprendre vos termes, de possibles détournements ironiques pervers ou de possibles profanations. Est-ce que parce que le trauma est là irreprésentable, il sidère l'œil du sujet qui voit? Est-ce que le refoulement là, fait son action? Est-ce qu'il y a une forclusion? Ou est-ce qu'il y a un vécu d'absence? C'est-à-dire quelque chose n'a pas eu lieu d'être qui ne peut pas se représenter. Parce que dans votre très beau livre, il y a comme vous l'avez fini, il y a un plaidoyer pour l'écriture, c'est-à-dire avec l'écriture, on peut aller jusqu'au divin, jusqu'au sacré, jusqu'au sublime. Je vous rejoins souvent là-dessus, mais est-ce que, dans une vision plus pessimiste, de quelqu'un qui n'est pas écrivain, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ne sont pas représentables, des interactions qui n'ont pas eu lieu d'être, qui ont donné des vécus d'absence et qui ne peuvent pas donner de... Bon, alors, je prends un exemple. La scène de la flagellation, où c'est une scène de vue, c'est-à-dire que dans le film de Raoul Ruiz, il lui met un petit escabeau pour monter dans l'œil de bœuf. C'est-à-dire c'est un petit garçon qui regarde à travers l'œil de bœuf une scène. Bon. Et Barthes et Léris reprenaient cette idée que, en fait, la recherche du temps perdu, il faut associer ces 2 scènes. C'est-à-dire que la scène de la vue de Charlus étant flagellé est en fait serait l'inverse de la scène du baiser. C'est-à-dire la scène inaugurale où j'attends maman qui doit me faire un baiser, je lui envoie un mot, il n'y a pas de réponse.
eh bien, je descends, je regarde par l'œil, et je vois ce qui se passe. Et ce que cherche le sujet là, c'est voir d'où il vient, d'où il s'origine. Et la question de la jouissance, c'est de savoir si en effet il y a une relation dans ce couple, s'il y a une jouissance possible, si la mère jouit, s'il peut voir cette jouissance et s'il peut exister dans cette scène primitive où il n'a pas eu lieu d'être. Et dans votre texte, vous dites très bien que la phrase haletante, asthmatique qui vient là, c'est « je m'aperçois ». J'aperçois moi. Je vis, c'est-à-dire je vois, mais je vis. J'existe, je m'origine. Et là, il touche à l'irréprésentable, un peu comme pour ces trois arbres-là, qui correspondent à... Enfin, les réminiscences proustiennes, c'est magnifique, mais il y a des fois, où il y a des moments, ou des interactions où la réminiscence n'aboutit à aucune chaîne associative, elle aboutit à l'abîme. Et là, la question vient, comment fait-il à ce moment-là? Quel est son mécanisme, puisque ce n'est pas la profanation possible, pour se détourner ça et en effet éviter la mélancolie ou la dépression psychotique? Oui, alors je ne sais pas si on est d'accord sur tout ou on est d'accord sur rien. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a du vide que la cathédrale est vide. Vous avez donné plusieurs exemples et en disant qu'il arrive à représenter telle expérience sensorielle, telle expérience auditive, telle flagellation, et puis vous avez trouvé un exemple qu'il ne représente pas. Et à partir de cet un exemple, vous avez fait la conclusion qu'il n'y a pas de représentation possible. Moi, je dis que l'exemple de ce qui ne se représente pas vient montrer la bravoure dans laquelle s'engage l'écrivain pour dire que bien qu'il y ait des expériences psychiques qui restent en dehors de la représentation, mon pari consistera à représenter au maximum les autres. Et donc, le preuve qu'il y a des irreprésentables est là pour montrer que le reste est représentable et que ce reste est majoritaire. C'est même le sens de l'expérience esthétique. Et je dirais même que c'est le sens de l'expérience psychanalytique. Nous savons qu'on va toucher à ce que Freud appelle l'ombilique du rêve, qu'il y aura de l'irreprésentable et de l'énigme, n'empêche que nous nous mobilisons jour et nuit pour essayer d'augmenter au maximum la possibilité de représentation. Donc il y a un pari sur la représentation. Et sans ce pari, moi je ne ferai pas ce travail pour m'accrocher sur la ceinture de sécurité 24 heures sur 24 derrière mon divan ou à ma table d'écriture. C'est presque un pari existentiel, qui est celui du thérapeute et aussi de l'écrivain. Et je dirais que c'est là, pour reprendre Blanchot, il y a au-delà de ce constat, je dirais qu'il y a un clivage philosophique. Blanchot est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et je continue à porter très haut dans ce qu'on appelle le panthéon de la pensée contemporaine. Je pense néanmoins qu'il fait partie de ce qu'on pourrait appeler un moment du nihilisme occidental et qui, en repérant ces impossibilités, en fait la totalité de l'expérience humaine. Il est l'hypostasie où il absolutise le néant, l'impossibilité de représentation, le traumatique. C'est sans doute quelque chose qui était historiquement nécessaire pour montrer les ravages de la Deuxième Guerre, les retombées de l'Holocauste. C'est un point. Il est indépassable, mais il est aussi inscrit à un moment de l'histoire. Je pense que l'expérience de Proust participe de notre mouvement, qui consiste à repérer ces moments de césure, ces impossibilités, et de parier sur la possible élaboration, qu'elle soit esthétique pour ce qui le concerne, ou qu'elle soit, si j'ose déplacer les problèmes du côté de notre expérience, celle du soin. Voilà. Donc, le nihilisme, oui, mais c'est pas ma madeleine. Votre tasse de thé. Pas votre tasse de thé. Je suis d'accord avec vous sur l'idée que c'est pas parce qu'il y a vous avez raison, les liens que vous faites avec le soin sont très importants, mais ici nous avons beaucoup de patientes qui viennent s'exprimer essentiellement dans les meilleurs des cas pour des éprouvés d'ennui et dans les plus mauvais des cas, entre guillemets, pour des éprouvés de vide. D'accord ? Et nous savons par expérience que derrière ces éprouvés de vide, il y a un trop-plein d'excitation. C'est-à-dire, attendez, c'est-à-dire que le sujet, c'est vide.
la psyché parce que son appareil psychique ne contient pas le surplus d'excitation qui risque de le désorganiser. D'accord. Et puis il y a d'autres patients qui viennent et qui ne parlent pas du tout de cet éprouvé de vide, qui ne parlent pas du tout, qui sont dans une disposition mélancolique et pour qui il y a au contraire, du point de vue symptomatique, un trop-plein, comme chez Proust, comme chez Pérec. Et ce trop-plein est là pour masquer le vide. C'est ce que dit Félida quand il dit que le sujet, dans l'analyse, peut par moment mettre beaucoup de fumée sur un feu, mettre un trop-plein pour colmater un sentiment de vide. Sans aller dans l'expérience nihiliste, je pense qu'il y a des zones où on touche des vécus d'absence qui sont contournables, élaborables, représentables, avec cette illusion que le sujet se raconte l'histoire et que l'analyste participe à se raconter avec lui une histoire pour pouvoir tenir, bien sûr. Se vide quelque part. Bien sûr. Mais que la rencontre, la confrontation au néant, pas ex nihilo cum nihilo, contre le néant, aboutit à une littérature qui est, par exemple, celle de Pérec ou de Blanchot. C'est-à-dire que, pour moi, par exemple, Pérec vient juste après Proust, dans cette exploration, non pas de la réminiscence sensorielle, et vous avez raison, c'est très marqué de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale, l'absence de ses parents, il n'a pas eu une mère aussi présente. Et que là, ce qu'il travaille, c'est l'expérience d'absence, et qu'il n'a plus ce salut qui est la possibilité de se raconter l'histoire. Alors, il se raconte de multiples histoires, et puis à un moment, il bute, c'est-à-dire que dans W, la page s'interrompt, il y a 2 pages blanches. Ou alors dans la disparition, il n'y a plus de... Ou alors il y a de fameux parenthèses avec les petits points et les comptes de concentration là, qui interviennent. Là, il n'y a plus de possibilité d'éluder, de contourner de manière perverse. Là, on s'arrête. L'un n'est pas substitutif de l'autre, c'est autre chose qui advient à ce moment-là. Non, mais tout à fait d'accord, sauf qu'il s'agit d'une autre esthétique qui n'est pas celle de Proust. Oui. Alors, moi, j'ai 2 choses à répondre. D'abord, sur le plan de l'expérience esthétique, je crois qu'il y a des genres, il y a des univers qui ne sont pas recouvrables. Et celui de Proust et de Pérec, malgré les ressemblances, reste assez dissocié. Je vais revenir là-dessus. Et l'autre consiste à revenir sur ce que vous disiez à propos de patients qui ont des traumas, qui sont des vides qu'on ne peut pas remplir par des élaborations de surexcitation, soit transposées de la part de l'analyste, soit repêchées dans le vécu du patient. Alors, je garde la question clinique pour un second temps. Pour ce qui est du premier temps, moi, j'étais très sensible à cette différence d'esthétique. Justement, à Venise, il y a pas longtemps, j'étais conviée comme membre du jury de la Biennale et il y avait une expérience très curieuse d'installation de Bob Wilson qui consistait à faire entrer le public dans une espèce de salle noire avec, on enlevait ses chaussures et il y avait des mousses de manière qui faisait que le sol était donc ne soutenait pas. On avait l'impression de s'enfoncer dans un trou. Donc on perd pied. Et à côté de cela, donc c'était tout noir. Il y avait une espèce de personnage, une espèce de sculpture d'homme chauve avec une espèce de projecteur qui éclairait ce crâne. On nous distribuait un petit papier dans lequel on racontait que ça faisait partie ça représentait un mythe selon lequel, dans je ne sais plus quelle tribu, on rasait les crânes des prisonniers et on les mettait au soleil parce que c'était la seule manière de les écerveler, parce qu'ils perdaient leur mémoire et à partir de là, ils pouvaient devenir des esclaves. Donc, pour parler de nihilisme et de problèmes de perte de mémoire et de civilisation qui sombre dans le trou, je trouvais que c'était une démonstration très particulière et très précise d'un certain moment de la perception de l'histoire actuelle. Il se trouve que Proust est aussi un Vénitien, mais son expérience est toute différente. Il ne s'enlise pas dans le trou, il ne perd pas la mémoire, il ne disparaît pas dans l'oubli, ce que Bob Wilson voulait nous faire sentir par cette installation. Il heurte le pavé de sa marque, il tombe, il a mal, il se rappelle de choses,
il déclenche un souvenir qui est plus ou moins douloureux ou extatique, et il va à la recherche du temps perdu. On n'est pas du tout dans le trou. Le pari est fait que le temps perdu peut être récupéré. Donc c'est un autre moment de l'imaginaire occidental, qui n'est pas celui de la césure, n'est pas celui de l'engloutissement. C'est un moment hyperbolique, c'est un moment enthousiaste en quelque sorte. D'où l'importance de la profanation, de la perversion, même si le petit Marcel a eu des moments mélancoliques, etc. C'est le moment élationnel qui domine. Encore une fois, ce sont deux moments qui ne sont pas incompatibles et qui sont diversement accentués. Alors, pour ce qui est de l'expérience clinique qui nous intéresse, moi, là aussi, pour ce qui me concerne, je suis confrontée à deux situations. Il y a des cas de trouage de la chaîne de représentation et de la vie psychique du patient qui nous renvoient à une symptomatologie plus proche de borderline ou de psychose, dans lesquelles aucune greffe de la part de l'analyste au niveau de l'interprétation, aucune sollicitation d'insérer ce trou du vécu, cette dissociation, cette plainte de vide dans une trame n'est valable. Et si ça se fait, ce n'est qu'un replâtrage. Donc la seule façon, c'est de reconnaître ce vide. Mais cette reconnaissance est déjà un contour, c'est un dessin. Je te prends en compte, je comprends ce que tu dis. Je pense toujours à une patiente dépressive qui me parle d'une difficulté d'être stérile, après m'avoir parlé d'un procès où elle assiste à un rêve. C'est un procès qui est un rêve, où elle assiste au procès de Barbie, et finalement Barbie est condamnée, et moi je suis évidemment le juge, et tout ça se termine, elle est soulagée, mais elle me dit, mais je ne suis pas là, je suis dans un trou, ça ne m'intéresse pas, cette histoire d'excitation, de persécutant, persécuté, de juge, de victime, etc. Je suis dans un trou, ça ne me dit rien, et je pense que je suis stérile, et en effet, sa plainte, à ce moment-là, c'était sa crainte d'être stérile. Et moi, j'avais deux possibilités, soit de ne rien dire et de montrer, en effet, l'entente, l'écoute de cet abîme, ce que j'ai fait dans un premier temps. Elle est revenue dans une seconde séance sur la même histoire, parce qu'apparemment, il y avait la possibilité d'élaboration. Et à ce moment-là, j'ai fait une association comme ça, très au niveau du signifiant. Elle me racontait ce rêve en rentrant d'un voyage d'Italie, et par une sorte d'association simplement verbale, j'ai dit n'être, pas naître. Io naître. Oui, c'était à propos de tortionnaire. C'était le mot tortionnaire. Elle revenait dans la seconde séance avec l'idée qu'elle est stérile et qu'elle était obsédée par le mot tortionnaire. Mais elle ne voyait pas le rapport. Donc on était dans cette problématique que vous évoquez, d'une part une excitation maniaque et de l'autre quelque chose d'irreprésentable. Et je dis, j'écoute ce tortionnaire, je me dis mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et je me souviens qu'elle vient d'un voyage d'Italie et je dis io, n'être, pas naître. Et je me dis mais qu'est-ce que je lui raconte là? C'est du cruciverbisme lacanisant, et il va trouver ça complètement nul. Et finalement, elle se met à me raconter un rêve qu'elle avait oublié, et qui est qu'elle a rêvé qu'elle vomissait et qu'elle accouchait d'une fille qui était l'image crachée de sa mère. Donc le vide a pris une autre forme. C'est une question de timing, contenir le vide, ne pas le boucher tout de suite, mais ne pas le laisser non plus, dans la mesure où il y a chez ces patients une demande de verbalisation, de transfert et d'écoute. Je serais proustienne plutôt que périclienne, et j'essaierai je vous rejoins, moi, faire une petite couture. Je ne sais pas s'il me serait venu une interprétation possible, mais dans la confrontation à ces patients, comme vous l'avez dit, là, dans un premier temps, ce qui s'impose, c'est le silence. Mais le silence, ce n'est pas le néant, ce n'est pas le vide. Voilà. C'est-à-dire que la communication devient infraverbale. Et c'est le langage échoue, et là, il y a quelque chose qui peut se passer. Il échoue, mais il montre qu'il est là. Voilà. Et ensuite, il montre qu'il est là. Mais est-ce que l'interprétation est
pertinente au sens où elle déclenche l'association, ou est-ce qu'elle est là, vous allez finir par croire que je suis nihiliste, mais est-ce qu'elle est là pour dire, c'est pas un péché. non, pour dire au patient, je survis Oui. à ce que vous me faites éprouver, je suis là, je survis, je dis quelque chose, je remplis le vide, et le patient, d'une certaine manière, dans une co-création, vous accompagne après. Là, on ne sait pas. On ne sait pas s'il ne faut pas un peu de bruit là pour arrêter ce silence, ou si vraiment, face à l'irreprésentable, on a trouvé une clé là qui permettrait de se dégager. Ça, je pense qu'avec ces patients dans ce registre mélancolique ou parapsychotique, c'est plutôt l'infraverbal qui domine. En tout cas, J'ai fait un petit développement dans ce texte, je n'ai pas eu le temps de vous communiquer aujourd'hui, mais c'est dans mon livre. Il y a du sadomasochisme dans l'écoute. Et il y a dans ce sadomasochisme une complaisance avec le malheur de l'autre et le vide de l'autre. Alors, jusqu'où cette complaisance peut aller dans le respect du malheur. Je t'aime tellement que je veux que tu restes dans ton non-dit et dans ton trou. Et jusqu'où cet accompagnement de la vérité souffrante de l'autre, ce respect soi-disant, n'est pas aussi un enfoncement dans le trou. Alors, bon. Moi, je crois que, une des choses que je dis à la fin de mon livre, c'est qu'il faudrait que l'analyste, à travers des lectures comme celle que je propose, soit conscient de son propre sadomasochisme et essaye d'accompagner celui du patient, mais de ne pas, qu'ils ne s'enfoncent pas tous les deux dans la complaisance. une apologie de la curiosité, y compris dans cet élément pervers au sens large. Voilà. Il faut mobiliser cette perversité, mais jusqu'à un certain point. Et mettre un point d'arrêt, notamment par la verbalisation. S'il n'y avait pas cette curiosité perverse, ça serait un signe d'indifférence pour le patient. Mais verbaliser, c'est une manière de se déprendre aussi. Bien sûr. D'autres questions, madame? Non? J'ai cru voir un... Je crois qu'on a écrit ici, votre porte ne se ferme pas. Là. Il est 11h. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, profitez-en. Nous remercions donc beaucoup Julia Kristeva et à la prochaine fois.